Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire spécial entre la liberté et l'encadrement, comment trouver un équilibre d'une éducation bienveillante. On va attendre un Ravi petit de vous peu. accueillir. On attend un peu que tout le monde se connecte. Bonjour à tous. On va attendre encore une petite minute, puis on commencera à se présenter. Tu veux commencer par te présenter, Marie? Allez, on peut commencer. Donc, moi, je suis Marie Galopin, je suis éducatrice de jeunes enfants de formation et je suis la directrice de la crèche Les Petites Canailles à Bordeaux. Voilà, au soleil, quand il veut bien se montrer. Et bonjour à tous, moi je suis Pauline Pincel, la directrice de la crèche Les Petites Canailles à Hermont. Dans le 95, je suis également éducatrice de jeunes enfants de formation. Je suis chez Les Petites Canailles depuis 2018, donc ça fait un petit moment déjà. Et toujours autant de plaisir d'y travailler. Oui, c'est vrai. J'y suis depuis un peu plus longtemps que toi, puisque j'y suis depuis 2011, mais c'est toujours pareil. Comme quoi, on est fidèles. Exactement. Quand on s'y retrouve, quand on est adepte aux valeurs, effectivement, C'est ça. on reste. Donc aujourd'hui, on fait ce webinaire sur l'accompagnement de l'individualité dans le collectif en crèche dans un premier temps. Vous expliquer un petit peu que ce à quoi on fait attention en crèche pour mettre en avant l'individualité dans le collectif, ce qui est très important. Parce que même si on est en collectivité, il faut pas oublier que les enfants sont des êtres à part entière. Et ensuite, on fera une deuxième partie dans ce webinaire, justement pour faire du lien avec ce que vous pouvez vivre à la maison. Parce que c'est important, vu que c'est vraiment deux choses différentes, que vous ayez aussi peut-être des réponses à vos questions concernant l'éducation bienveillante que vous voulez donner à la maison. Voilà. Donc n'hésitez pas à interagir dans le chat pour nous poser des questions. Il y a aussi une petite onglet questions. Voilà, il y a un petit onglet questions aussi, donc on y répondra au fur et à mesure du webinaire. Et puis profitez bien. Alors, du coup, déjà, à la crèche, effectivement, on accueille plusieurs enfants en même temps, mais on va tenter au maximum de privilégier leur individualité. Alors, il y a plusieurs moments clés. On en a repéré 3 principaux. Alors, il y a par exemple le temps lecture, c'est-à-dire que en fait, les professionnels vont s'attacher à lire un livre, en particulier à un enfant, à sa demande. Ensuite, si d'autres enfants veulent l'écouter, bien évidemment, ils sont les bienvenus autour de l'adulte et de l'enfant. Mais la lecture va se faire de manière individuelle à l'enfant pour que vraiment il sente une réponse à sa demande, à son besoin, et qu'il se sente attendu et vu et compris dans son être lui-même qui est en train de se construire. Ça va être pareil dans les soins, bien évidemment, tous les soins, notamment dans la salle de bain, le change de couche, le passage aux toilettes, etc., va se faire de manière individuelle. Nous, chez les Petites Canailles, on travaille aussi avec la référence, c'est-à-dire qu'il va y avoir un adulte privilégié avec chaque enfant pour notamment ces temps-là. Ça permet à l'enfant de vraiment de créer un lien de confiance, de se sentir en sécurité, de pouvoir faire ses expériences, ses découvertes et de grandir de manière autonome et le plus harmonieux possible. Et puis dans les jeux, donc ça après je vais laisser Pauline détailler un petit peu, mais effectivement essayer de faire d'avoir des jeux en individuel, privilégier le jeu individuel, c'est-à-dire
en fait, on sait que les enfants moins de 3 ans ne sont pas capables vraiment de jouer à plusieurs, donc ils vont jouer côte à côte. C'est à la fin de la crèche qu'ils vont être capables de jouer ensemble. Donc en fait, ça va être garantir à l'enfant l'individualité de son jeu, c'est-à-dire que l'adulte soit attentif et pouvoir empêcher un enfant de venir perturber le jeu d'un autre. Et effectivement aussi pouvoir faire des petits groupes d'ateliers, de présentation d'activités pour qu'il y ait un regard d'adulte plus précis voilà, sur eux et qu'ils puissent les accompagner de manière plus précise. Après, Pauline, je vais te laisser un peu plus détailler là-dessus. Oui, en effet, lorsque l'enfant joue avec ce qui lui est proposé à la crèche, donc en jeu libre, c'est vrai qu'il y a quand même, on fait attention à ce qu'il y ait plusieurs exemplaires de jeux, parce que comme le dit Marie, ils peuvent pas forcément jouer ensemble, mais ils vont jouer côte à côte en parallèle, et en fait, ils vont surtout observer l'autre, de voir comment il réagit avec le jeu, qu'est-ce que ça lui procure, et ils vont rechercher cette même émotion en jouant avec le même jeu. C'est pour ça qu'on fait attention à avoir plusieurs exemplaires de jeux et de la même couleur, etc. Parce que ça, ils y font très attention, parce qu'ils se disent, si j'ai le ballon vert comme le camarade qui est à côté de moi et qui est content de l'avoir, si j'ai le ballon rouge, ça se trouve, je ne serai pas aussi heureux que lui. Enfin voilà, ça va vraiment jusqu'à là. Et dans les activités que l'on propose en crèche, on fait attention à les proposer de façon en petits groupes, tout simplement pour que chaque enfant puisse avoir un temps avec l'adulte, parce que des fois il y a des crèches où il y a des sections de 20 enfants et c'est beaucoup sur une journée. Donc c'est important aussi qu'ils puissent se centrer aussi sur eux. Et du coup, nous chez les Tikanaï, on propose des activités en libre choix, entre guillemets. Donc, pour vous expliquer un petit peu, c'est qu'on va proposer plusieurs pôles d'activité et c'est les enfants qui vont choisir là où ils veulent aller. Liberté, oui, mais il faut quand même garder un cadre. C'est-à-dire qu'il y a des règles à respecter dans ces ateliers qui sont bien évidemment les mêmes pour chaque professionnel. C'est un peu comme papa et maman qui ont les mêmes règles à la maison, qu'on soit raccord là-dessus. De toute façon, c'est important qu'il y ait toujours un cadre pour les enfants pour qu'ils se sentent en sécurité. Voilà, et ça les rassure par la même occasion. Ouais, exactement. On en avait parlé. Moi, j'ai l'habitude de comparer ça à un ring de boxe. Je compare la crèche à un ring de boxe, dans lequel, donc un cadre dans lequel les enfants sont libres de faire plein d'expériences. Mais pour autant, il y a des règles, cadrantes, qui leur permettent de savoir où ils vont. Et comme ils vont aller forcément se confronter à la règle, on aime bien que ce soit un ring pour que ce soit des élastiques qui les ramènent gentiment au centre et pas qu'ils se prennent un mur. Mais en tout cas, voilà, cette répétition de règles toujours identiques, quel que soit l'adulte, quel que soit le moment de la journée, quel que soit le jour, voilà, c'est quelque chose de très répétitif et de très apaisant en fait pour eux et voilà, qui leur permet de s'apaiser. C'est pas toujours évident. On en parlait avec Marie quand on a travaillé sur ce sujet. C'est pas toujours évident de voir son enfant frustré parce qu'on lui a imposé une règle. Mais la frustration, ça l'aide aussi à grandir, ça l'aide à se construire. Et c'est vrai que s'il y a trop de liberté accordée aux enfants, la construction, elle est un peu trop en gruyère en fait. Et c'est vrai qu'ils sont à cet âge-là. À soif de découvrir qui ils sont et ça va façonner leur personnalité future aussi. Donc c'est vrai que les règles sont vraiment très importantes. Oui, c'est sûr. Alors on a aussi, ça du coup, Pauline, je vais te laisser aussi détailler un peu ce terme de motricité libre, qui est un terme pas forcément un peu dans notre jargon à nous, mais qui est aussi quelque chose d'hyper important quand on a un tout petit à la maison ou à la crèche.
C'est ça, effectivement. La motricité libre, en fait, on entend par là le fait de laisser l'enfant se mouvoir seul par rapport aux compétences et aux capacités qu'il a selon son âge, selon son stade de développement. Il y a des enfants qui mettent plus de temps que d'autres, il y en a qui sont plus rapides que d'autres. Ça dépend, mais c'est pour ça que on évite de du coup les freiner en fait dans leur acquisition motrice parce qu'ils sont chacun, ils évoluent à leur rythme. Donc nous à la crèche, on les laisse en motricité libre, c'est-à-dire que il n'y a pas de transat, il n'y a pas de chaise haute, il n'y a aucun endroit où les enfants se sentent enfermés. Même au niveau des lits, on essaye vraiment, même au plus jeune âge, de les mettre dans des lits bas, cocon, et moins dans des berceaux, justement pour les aider à acquérir leur autonomie. Donc ça les aide aussi à faire seuls. Nous, on est là pour les accompagner par la parole, mais ça les aide aussi à tester, à des fois vivre des petits échecs, mais recommencer peut-être autrement. Enfin voilà, ça leur permet de faire plein d'expériences. Nous, en tant qu'adultes, on se doit d'avoir un regard attentif pour quand même sécuriser cette motricité libre, mais pas la freiner. Voilà, c'est vraiment ça sur lequel on est très vigilant. Et voilà, on les aide surtout par la parole. Par exemple, à la crèche, ils peuvent monter sur les tables, sur les meubles, sur les chaises. Ils sont pas forcément obligés d'être assis, ils peuvent s'y mettre debout. Mais c'est de sécuriser l'environnement vraiment proche de l'enfant pour pas qu'il se fasse mal. Et c'est vrai que quand on a tendance à freiner ce genre de choses, des fois c'est là où il y a effectivement des accidents. Parce Oui. qu'ils se dépêchent de descendre, ils savent que c'est un interdit. Donc voilà, c'est pour ça que, en tout cas, nous chez les petites canailles, on prône la motricité libre et ça rentre dans le fait de les rendre acteurs de leur journée. Ouais, acteurs de leur journée et voilà, les mettre dans des positions qu'ils ont acquis tout seuls, qu'ils se sentent compétents de faire et surtout qu'ils aient tous les muscles prêts à faire ça parce qu'effectivement, on voit souvent des enfants, des bébés assis avant qu'ils ne le sachent le faire tout seuls. C'est des enfants qui s'affaissent parce que le dos est pas suffisamment fort et voilà, quand ils apprennent à faire tout seuls, voilà, ils se sentent compétents et heureux et ils vont continuer à aller explorer. Et effectivement, comme l'a dit Pauline, nous, on va juste faire en sorte que l'environnement soit sécurisé et avec les choses, des blocs moteurs de différentes hauteurs, quand les enfants commencent à vouloir se hisser, par exemple, là, pour leur laisser l'opportunité de le faire, mais sans jamais faire à leur place ou l'anticiper. Puis on le voit aussi chez les plus grands, par exemple, qui ont essayé, réessayé au moins une centaine, voire beaucoup de fois le toboggan. Ils ont, enfin, pour eux, il n'y a plus aucun challenge, donc ils ont encore ce besoin de grimper, de monter, etc. Donc ils prennent des alternatives et souvent, c'est des chaises, des tables, des meubles. Donc voilà, on les amène à aller dans le toboggan si vraiment on voit que ils se mettent en danger au niveau de leur sécurité, mais on leur laisse aussi la possibilité de faire des expériences. Voilà. Je sais pas si Marie, tu veux prendre le relais sur cette conclusion de première partie. Oui, mais effectivement, voilà, ça résume un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que être bienveillant envers l'enfant, c'est pas le laisser totalement libre de tout parce que il se sent perdu. Donc voilà, être bienveillant avec l'enfant, c'est l'écouter, l'entendre, le voir, mais surtout lui donner un cadre dans lequel il va pouvoir se développer de manière sécurisée et apaisée et harmonieuse. Et ça, effectivement, la crèche garantit ça. En tout cas, nous, sur les temps d'accueil, on va garantir ça. Et nous, en tant que directrice, on est garante que les équipes se concentrent là-dessus. Voilà, et c'est vrai que c'est la même chose à la maison, c'est-à-dire que l'enfant a besoin de choses qui se répètent, qui le rassurent, mais qui lui permettent de aussi se développer, tester, se tromper, recommencer.
Voilà un peu tout ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est ça. Et c'est vrai que la force que l'on a, Marie et moi, du coup, c'est que là, on vous a parlé en tant que directrice, mais on a aussi un rôle de maman. Et quand on a préparé ce webinaire, c'est vrai que ça faisait écho à plein de choses qu'on vit personnellement. Et c'est vrai que on a souvent eu des questions dans notre métier sur l'éducation bienveillante, mais qu'est-ce qu'on y met derrière? Est-ce que c'est laisser vraiment libre choix, mais à tout pour nos enfants, ou faire en sorte qu'ils aient accès à tout? Et en fait, on se rend compte que non, parce que les enfants ont vraiment besoin d'un cadre qui peut être modulable, bien évidemment, parce que selon l'âge de l'enfant, il y a des choses qui vont être plus ou moins interdites. Mais qu'ils ont besoin de ce cadre pour pouvoir se construire, être rassurés et grandir, tout simplement. Exactement. Voilà, du coup là, on voulait vous parler de la crèche parce que c'est important, c'est notre cœur de métier, mais on voulait aussi voir avec vous comment ça se passe à la maison. Quelles sont peut-être vos inquiétudes, vos questionnements au quotidien par rapport justement au libre choix, à l'éducation bienveillante, des choses comme ça. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. On va pouvoir y répondre. Après, on va aussi parler un peu de nos expériences de questionnements qu'on a eu de parents ou de familles ou même de professionnels que l'on a eu à la crèche. Voilà, donc là, je vous laisse un petit peu prendre la main sur ce webinaire pour que ça soit vraiment interactif, qu'il y ait des échanges. Ah bah alors du coup, on a une première question. Alors on peut enchaîner. Frédéric nous demande comment se passent les dodos pour les petits qui ne savent pas dormir tout seuls. À la crèche, j'imagine, du coup. Je pense que c'est à la crèche. Alors, je sais pas si tu veux répondre, Marie, ou si... Vas-y, écoute, Ok. je compléterai en fonction. Ça marche. Alors, comment se passent les dodos? C'est vrai qu'en collectivité, c'est pas toujours évident d'individualiser les temps de sommeil, surtout en début d'année lorsqu'il y a des adaptations où du coup on connaît pas encore très bien le rythme de l'enfant, qu'on a souvent des petits bébés, donc en fait on s'adapte à ce que l'enfant a besoin. Si on voit qu'il n'arrive pas et qu'il n'est pas en capacité à trouver son sommeil seul avec son doudou, sa tétine, ou pas forcément d'ailleurs, mais du coup on se place à côté de lui pour voir s'il arrive à dormir seulement en notre présence à côté. Et si on voit que ça fonctionne pas, on lui propose des câlins, on lui propose les bras, des fois il y a des bercements. C'est vraiment en fonction des besoins des enfants. On essaye vraiment de se rendre disponible. C'est ça la qualité quand même de l'accueil en crèche par rapport à l'école, même s'ils sont plus grands. Je trouve qu'ils ont quand même besoin d'accompagnement. Hein. Quand on arrive en petite section, c'est assez violent quand même. Mais on a cette faculté à avoir quand même d'être en nombre au niveau des professionnels et qui permettent du coup d'accompagner individuellement les enfants qui en ressentent le besoin. Et comme ils sont pas tous dans ce cas-là, ce qui permet vraiment d'être accessible en fait. Hein, voilà. Alors moi, je compléterais que effectivement, j'ai parlé tout à l'heure de la référence. Chez nous, on accueille toutes les crèches, les petites canailles accueillent en âge mélangé, c'est-à-dire qu'on a des bébés, des moyens et des grands dans un seul et même espace. Et on a chaque professionnel est référent d'un groupe d'enfants dans lequel elle a aussi différents âges. De cette manière-là, elle a des enfants qui n'ont pas les mêmes rythmes. Et donc très très souvent, quand les bébés de leur groupe ont besoin de dormir le matin, les grands eux sont en activité. Et donc, elle peut s'occuper principalement des bébés. Et une fois que les plus grands vont à la sieste après le repas, souvent c'est un temps d'éveil pour les bébés où elle peut du coup avoir un temps un peu plus d'interaction avec l'enfant. Et là, ce qui est important aussi, c'est ce lien de confiance qui va se créer entre l'équipe et la référente et l'enfant, à essayer de se comprendre, d'analyser les signes de ce dont il a besoin, etc. Moi, je sais par exemple que mon équipe est assez friande du portage en écharpe avec l'accord des parents, bien sûr. Donc, ça veut dire que c'est des enfants aussi qu'on peut porter en écharpe de manière assez régulière les 15 premiers jours, où souvent les siestes ont lieu dans l'écharpe pour qu'ils soient rassurés. Ensuite, souvent, ils s'endorment un peu dans l'espace, dans des espèces de gros coussins.
Et ensuite, on pourra les basculer dans son lit. La clé pour moi, c'est régulièrement de se questionner, c'est-à-dire de ne pas fonctionner par habitude. C'est-à-dire que si l'enfant dort dans la fleur depuis 15 jours, et bien pour autant, l'équipe peut se questionner et se demander si ce serait pas le moment d'essayer un peu le lit. Voilà, parce que l'enfant est peut-être suffisamment rassuré pour accepter l'idée de dormir dans le dortoir. Après, Frédéric complète sa question en demandant « Et à la maison, quand le bébé ne veut dormir que dans les bras, est-ce que vous conseillez de le laisser pleurer seul ou bien de l'accompagner dans les bras ?» Alors, moi, je conseillerais de l'accompagner dans les bras, c'est-à-dire qu'un bébé, quand il pleure, c'est qu'il a un réel besoin. Je pense aussi que la clé, alors on pensait, on va l'aborder aussi un peu après, je pense que la clé, c'est de faire les choses que vous ressentez comme adaptées à votre capacité et à votre envie. C'est-à-dire que si vous ressentez le besoin de prendre votre bébé dans les bras pour le bercer, alors faites-le. J'ai tendance à dire qu'un bébé, un grand enfant de 20 ans n'a plus besoin des bras pour s'endormir. Donc, il y a un moment donné où votre enfant sera suffisamment sécurisé pour réussir à trouver le sommeil seul. Mais pour autant, lutter, parfois, c'est compliqué de se forcer à le laisser pleurer parce qu'on se dit que c'est bien alors que c'est pas ce qu'on veut. On n'envoie pas forcément non plus le bon message à notre enfant qui est un peu perdu par les signaux, par ce que fait le parent et ce qu'on ressent de lui. Donc voilà, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut être en accord avec ce que vous ressentez. Si vous ressentez qu'il a besoin de vos bras et que vous êtes disposé à lui donner, donnez-lui. Non? Qu'en penses-tu, Pauline? Oui, je suis vraiment d'accord avec toi. Je pense aussi que c'est important, même pour les plus petits, même pour les petits bébés, de lui parler de quand vous l'avez dans les bras pour essayer de l'endormir, de vraiment lui dire que là que vous faites un gros câlin, que vous êtes à côté quand il fera dodo, que si ça va pas, vous êtes disponible. Enfin voilà, vraiment le rassurer même par vos paroles, même vraiment pour les tout petits, j'insiste. Voilà, c'est faire un moment plutôt calme, peut-être instaurer des rituels aussi. Ça peut marcher dans le terme de le fait de rassurer l'enfant parce que oui, c'est comme dit Marie, si votre enfant pleure, c'est qu'il a une détresse quelque part, soit il est pas rassuré, soit il y a autre chose, mais le fait qu'il soit dans vos bras et s'il arrive à s'apaiser dans vos bras, c'est que là, c'est qu'il y est bien. Donc je rejoins Marie là-dessus. Après, peut-être que ça peut être par étapes, c'est-à-dire au début le rassurer dans vos bras et puis ensuite tenter de le rassurer dans le lit avec des caresses, des papouilles et ensuite pouvoir entre guillemets vous éloigner, que ce soit par un peu par étapes, voilà, pour que ce soit plus facile pour tout le monde. C'est ça. Il y a aussi dans l'onglet questions, Rudy qui a posé combien d'enfants bébés sont à charge d'un seul adulte? Est-ce le même ratio pour toutes vos crèches? Alors sachez que comme on est en âge mélangé, on est amené à avoir dans notre groupe de référence des enfants qui marchent et qui ne marchent pas. Et dans la loi, c'est un adulte pour 6 enfants lorsqu'on est en âge mélangé. Donc lorsqu'on a des marcheurs et non marcheurs, donc c'est une professionnelle pour 6 enfants, en sachant que des fois elles sont un petit peu plus. Après il y a aussi l'absentéisme en crèche, etc. Qui rentre en compte, mais et l'amplitude horaire aussi. Et l'amplitude horaire de la structure, mais voilà pour répondre à votre question. Et il y a Anna. Oui, il y a Anna et avant il y avait Fanjamalala. Ah oui, j'avais pas vu la fin de la question. Alors, concernant les bébés de 3 mois, comment se passe leur accompagnement à la crèche dans le cadre de l'éducation bienveillante? Merci. Je sais pas si tu veux répondre, Marie, ou si tu veux que je continue. Alors du coup, la première chose qui me vient, c'est de me dire que un tout bébé de 3 mois, effectivement, c'est souvent je crois qu'il réalise pas très bien l'environnement dans lequel il est. Souvent, c'est très bruyant, c'est très
il y a beaucoup de mouvements, d'odeurs, voilà, de choses auxquelles il n'est pas habitué. Donc, je crois qu'il faut effectivement beaucoup le rassurer, beaucoup lui expliquer avec les mots, comme disait Pauline tout à l'heure, ce qui se passe, ce qu'on fait, tous les gestes. Voilà, pour moi, la base, c'est ça. Ça va être lui expliquer tous les gestes qu'on fait avec lui, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on va faire, pour lui montrer que qu'il existe, qu'il est là, qu'on le voit, et que voilà, on va faire en sorte qu'il se sente le mieux possible. Et que et ben parfois on se trompe. Par exemple, on va lui proposer un biberon quand il se met à pleurer, et puis finalement on se rend compte qu'il a sommeil. Et ben c'est aussi lui dire bah voilà, j'ai cru que tu avais faim, mais finalement c'est que tu as sommeil. La prochaine fois je saurai, et c'est pouvoir adapter notre prise en charge pour qu'il se sente attendu, vu, entendu, et lui donner une réelle place. Oui, c'est vrai que l'accueil des bébés de 3 mois, enfin je dirais l'accueil des bébés de moins de 6 mois en crèche, c'est particulier parce que ils ont des besoins bien spécifiques avec un rythme qui est des fois aléatoire aussi parce qu'il y a certains bébés qui ont du mal à trouver leur rythme et au début on tâtonne. Au début, vu qu'on ne le connaît pas, c'est vrai qu'on tâtonne, on se met en lien très étroit avec la famille parce que vous les connaissez mieux que personne. Et comme dit Marie, des fois on se trompe, on a l'impression qu'il a faim alors qu'au final c'était pas ça. Et on est beaucoup dans le portage physique, mais aussi psychique. Je pense que l'éducation bienveillante, elle passe par là, c'est-à-dire que dès qu'on voit qu'un enfant, un bébé, a un besoin d'assurance, de réassurance vraiment au niveau de sa sécurité affective, bah, qu'on lui apporte. Des fois, on voit les bébés pleurer et ne serait-ce que les prendre 3 minutes ou 5 minutes dans les bras, ça va leur apporter un réconfort monstrueux et le fait de le reposer ensuite sur le tapis va lui permettre de continuer ses explorations et de rester aussi des fois juste à côté d'eux et de commenter ce qu'ils font. Je trouve que c'est aussi ça rentre dans le cadre de l'éducation bienveillante, comme quoi on le voit, il est présent et on n'est pas dans du passif, quoi. On remplit leur jauge on remplit leur jauge de confiance, de bienveillance, d'assurance. Voilà. Moi, j'ai tendance à dire ça et ça me fait penser à la question de Frédéric à propos du sommeil. Moi, je pense qu'un enfant ne s'habitue pas au bras, comme on a eu tendance à le dire beaucoup. Je pense qu'un enfant a besoin de se rassurer et qu'une fois que sa jauge est pleine, alors il peut aller explorer. Et donc, moi, j'ai tendance à dire, donnez-leur un maximum tant que vous pouvez. Et puis, quand il aura besoin de se laisser aller, ouvrez les bras et laissez-le explorer. Là, c'est un peu pareil, effectivement, avec ces tout petits bébés qu'on accueille à la crèche dès 10 semaines. C'est ça. Je pense qu'on peut répondre à la dernière question de Anna, puis on continuera la suite. Donc, c'est comment accompagner l'enfant quand il résiste au sommeil en journée. Alors, je ne sais pas si vous parlez de la crèche ou de la maison. Parce que c'est différent, parce que des fois en crèche, on rencontre des enfants qui résistent au sommeil. Ah, à la maison, d'accord. Bon, je finis quand même ils résistent au sommeil parce que le sommeil, c'est vraiment où l'enfant arrive à lâcher prise. Et quand un enfant vient d'arriver en crèche et qu'il n'est pas encore en confiance totale, c'est vrai que ça peut être difficile pour lui de lâcher prise au moment du sommeil parce qu'il se sent pas encore en totale sécurité, en totale confiance. Donc des fois, ça arrive que les enfants au début soient plus compliqués à la sieste, à la crèche. Quant à la maison, alors je sais pas si c'est un enfant, un grand enfant, un petit enfant, parce que je pense que ça peut dépendre de l'âge, effectivement. C'est ça. J'attends que vous répondiez. Dans la réponse d'Anna, 17 mois. Okay. Ah. Est-ce que ça a toujours été le cas? Enfin, après, je pense qu'il y a quand même pas mal de questions qui peuvent en découler de cette question. Mais le sommeil est toujours un gros sujet, particulièrement à la maison.
C'est-à-dire qu'on disait tout à l'heure, on a notre expérience de directrice, mais on a aussi notre expérience de maman. Moi, pour ma propre expérience, je suis maman de jumeaux qui n'ont pas dormi pendant les 24 premiers mois de leur vie, alors que je n'éprouve aucune difficulté à endormir les enfants à la crèche. Mais à la maison, ça a toujours été compliqué. Il y avait une sorte de lâcher prise que mes enfants, effectivement, ne parvenaient pas à avoir et que je ne parvenais pas à leur donner jusqu'au jour où j'ai arrêté d'essayer en me disant que le moment où ils seraient fatigués, ils dormiraient et ils dormiraient aussi longtemps qu'ils en auraient besoin. Mais effectivement, le besoin de sommeil est important et pour autant lutter, c'est difficile aussi. C'est-à-dire que quand ils luttent, il faut pouvoir essayer de lâcher prise. Un enfant finira par s'endormir. Peut-être que la fatigue fera que les soirées seront un peu plus difficiles, je vous cache pas. Mais il finira par, enfin elle en tout cas pour Anna, je pense que effectivement elle va finir par être suffisamment rassurée pour s'autoriser à dormir seule. A priori, c'est qu'elle ne veut pas dormir seule pour la sieste. La nuit, c'est ok. Après, des fois, il y a des enfants qui vraiment rechargent toute leur batterie la nuit, malheureusement, et que la journée, ils ressentent moins le besoin de faire des siestes. Après, ça peut être aussi parce que votre enfant est curieux et du coup, il a soif d'apprendre, de découvrir. Il veut pas en perdre une miette, en gros. Donc, ça dépend vraiment de chaque enfant. C'est un peu spécial. Pour chaque situation. Donc voilà, je sais pas trop si ça répond à votre question, mais effectivement, Anna, c'est assez régulier que les siestes soient plus compliquées, que la nuit ce soit ok pour dormir dans son lit et que la sieste, il y ait besoin qu'on soit à côté ou qu'il dorme dans le salon ou qu'il ait besoin d'être bercé. Voilà, ça peut arriver, mais ça va passer. Je vous assure, ça passe. Du coup, on va pouvoir poursuivre par rapport à un petit peu les interrogations ou des fois les inquiétudes que certaines familles peuvent avoir, surtout lors du rendez-vous d'admission. Parce qu'une fois qu'ils ont vu comment ça se passe à la crèche, ils sont plutôt rassurés. Mais c'est vrai que quand on arrive dans un lieu qu'on ne connaît pas, et si on connaît pas trop les pédagogies, etc. d'une crèche, c'est vrai que ça peut poser question, les âges mélangés, la motricité libre, etc. Donc je vais laisser Marie un petit peu vous parler des différences qu'il y a entre ce qu'on accorde à la crèche et ce qu'on accorde à la maison. Exactement. Et alors, j'aime effectivement la motricité libre en crèche. On laisse pas tout faire parce que, comme l'a dit Pauline tout à l'heure, il faut le faire dans un cadre sécurisant et sécurisé, voilà. Mais en tout cas, on leur laisse la possibilité d'explorer. On a la chance que la crèche soit un environnement où tout est conçu pour limiter les risques au maximum. L'accident peut toujours arriver, mais en tout cas, les risques sont limités. Des petites tables, des petites chaises, que des angles arrondis, des tapis un peu partout. Ça permet à votre enfant d'explorer. Souvent, la question des parents, c'est de se dire, oui, mais s'il fait ça à la crèche, alors il va faire ça à la maison. Et moi, je veux pas qu'il monte à la maison, je veux pas qu'il monte, sur la table à la maison. Et ça, c'est ok. C'est-à-dire que votre enfant, très, très vite, il est en capacité d'entendre que les règles sont différentes à la crèche et à la maison. Et en plus, il faut vous dire que on vous offre l'alternative. C'est-à-dire que si vous interdisez quelque chose à la maison, par exemple, monter sur la table, vous l'interdisez à la maison pour des raisons de sécurité, eh bien, vous pourrez lui dire que il aura le droit de le faire à la crèche. De cette manière-là, il aura besoin de différer son besoin, certes, mais en tout cas, son besoin pourra être assouvi d'une manière ou d'une autre. Et donc, vous pourrez le redire en arrivant à la crèche, en disant, tu te souviens, hier, tu as voulu monter sur la table à la maison, je t'ai dit que c'était interdit, mais là, à la crèche, tu peux le faire. Voilà, de cette manière-là, on permet à l'enfant d'explorer et de répondre à son besoin et d'expérimenter le plus en sécurité possible. Mais pour autant, voilà, à la maison, vos règles sont vos règles.
Et il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, il faut aussi le faire un peu comme je disais tout à l'heure avec ses angoisses. C'est-à-dire que laisser un enfant monter sur le canapé, si ça vous génère une angoisse terrible, ça risque il risque de ressentir de la peur et en fait, il risque de plus un accident parce qu'il va sentir l'angoisse un peu autour. Donc voilà, dans ce cas-là, on vous conseillerait plutôt de dire que à la maison c'est interdit, mais que il pourra le faire à la crèche. Voilà. J'ai vu qu'il y avait une question qui est arrivée. Et alors du coup, on reviendrait sur le sommeil. Je ne sais pas si on y répond maintenant ou si on y répond à la fin, Pauline. Peut-être à la fin, parce que du coup, c'est à rejoindre au sommeil, et là, on est rentré dans un sujet, mais à la fin, on y répondra. J'ai votre question en tête et on y répond à la fin. On a aussi remarqué que certaines familles en crèche qui sont venues vers nous ou vers nos professionnels pour des conseils de jeu, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de savoir quel jeu pour quelle tranche d'âge, ce à quoi mon enfant peut s'intéresser, etc., etc. Parce que vous avez aussi votre travail la journée. Souvent c'est la course le soir, il faut rentrer, faire le bain, faire à manger, les coucher, etc. Donc c'est vrai que ça peut ne pas être évident. Donc, on vous propose plusieurs jeux là sur les photos que vous pouvez faire, que vous pouvez acheter ou même fabriquer à la maison avec votre enfant ou seul, enfin peu importe. Mais l'idée c'est d'avoir quelques jeux à la maison pour qu'il puisse continuer ses découvertes qu'il peut faire à la crèche. Donc, nous on a mis l'accent sur les jeux, l'importance des jeux de construction. Parce que ça, c'est super important. Et puis, en plus, ils peuvent les détourner en plein de choses. Parce que des fois, ils peuvent soit l'empiler et faire tomber la tour, etc. Mais ils peuvent aussi mettre des petits objets dans des petits, par exemple, gobelets gigogne ou autre. Enfin, ça peut être du coup du transvasement. Enfin, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de jeux qui peuvent avoir plusieurs détournements, plusieurs significations. Et c'est OK avec ça. Le fait qu'on laisse l'enfant détourner un jeu parce que il veut faire une découverte ou enfin voilà, moi je trouve ça hyper intéressant à observer en tout cas, mais voilà, c'est ça, c'est plutôt chouette. Après il y a aussi des ateliers des jeux manuels comme la pâte à modeler, faire de la pâte à sel, etc. Alors il faut être à l'aise avec ça. Des fois c'est pas toujours évident. Moi, quand j'ai ma fille qui fait du feutre et qui s'en met partout, je suis mais à la crèche, pourtant, ça me dérange pas. Mais voilà. Je pense qu'il faut un self-control quand c'est nos propres enfants. Oui. Et l'important aussi des jeux d'imitation. Donc, c'est-à-dire les poupées, la cuisine, la dinette, etc. Parce que je sais pas si vous avez remarqué avec vos enfants, mais ils ont tendance à nous imiter dès le plus jeune âge, quoi. Donc c'est vrai que ils veulent reproduire des scènes qu'ils ont pu voir, par exemple quand on touille dans la marmite, enfin des choses comme ça, et c'est hyper intéressant à reproduire pour eux. Exactement, ouais, c'est vrai. Et c'est très riche d'observations. Oui. Mais effectivement, voilà. Alors sur les images, effectivement, il y a de la pâte à sel en haut et en bas, au milieu, en bleu, c'est de la pâte magique, le sable magique là qui peut aussi se fabriquer maison. On pourra vous donner la recette si vous voulez. Ça fait une texture très douce, mais effectivement très grasse. Donc il faut pouvoir organiser à la maison pour pas que ça dégénère. Mais en tout cas, voilà, l'important c'est que à la maison aussi, on voulait revenir sur ce point-là. À la crèche, les jeux sont systématiquement présents tous les jours à la même place. Encore une fois, pour que les enfants soient habitués, sachent où trouver les choses et pouvoir aller s'en saisir quand ils en ont besoin. À la maison, on aurait tendance à vous conseiller la même chose, c'est-à-dire de laisser les jeux visibles des enfants. Quand vous lui proposez un jeu et que vous avez l'impression qu'il s'y intéresse pas ou qu'il n'y arrive pas parce que c'est pas le bon moment, etc., laissez-lui à disposition qu'il puisse y retourner. Quand un enfant teste un jeu, qu'il n'y arrive pas et qu'il est frustré, s'il n'a pas la possibilité d'y retourner pour retester, alors ça peut créer une frustration énorme.
pour lui. Donc, laissez le jeu à dispo, il va le détourner, il va retenter, 3 jours après, il va réessayer une autre stratégie, et vous allez observer qu'il va finir par réussir à faire ce jeu. Après, voilà, c'est le principe de l'échec-réussite. Et ça, c'est possible que si le jeu est visible et qu'il peut le retrouver constamment, tous les jours, voilà, à la crèche ou à la maison. Voilà, c'est un peu pareil. Et puis, on parlait aussi avec Pauline de la force de bien ranger, n'est-ce pas? Oui, oui, bah justement, on trouve que, enfin, en tout cas à la crèche, on range beaucoup de fois dans la journée pour remettre de l'ordre. En fait, c'est pas parce qu'on est maniaque ou des choses comme ça, et en plus ça demande du temps. Mais par contre, on invite les enfants à nous aider à ranger, et ça c'est important aussi. Mais le fait de recréer de l'ordre, ça permet, bah encore une fois, la construction de leur identité. C'est vrai que si on reste dans une pièce en bazar pendant toute une journée, on va avoir du mal à se construire, on va avoir du mal à trouver les pièces du puzzle, entre guillemets. Et je pense qu'à la maison, c'est aussi nécessaire que lorsque votre enfant, par exemple, a joué avec un puzzle et qu'il y a toutes les pièces par terre, c'est important de pouvoir les remettre à la bonne place. Et ça, j'en parle pour une expérience personnelle où mon mari a rangé les jeux, mais avec les Lego, etc. Et en fait, enfin voilà, pour construire l'identité de l'enfant, il faut qu'il puisse aussi le retrouver pour pouvoir refaire le jeu. Et on parlait aussi avec Marie que bah des fois on se rend compte par exemple que des enfants de 3 ans vont vouloir jouer de nouveau avec les hochets quand ils étaient bébés parce que ça les rassure de revoir quelque chose qui leur est familier. Enfin voilà, donc on vous invite en tout cas à penser à ça, au final l'aménagement de l'espace chez vous, l'espace de votre enfant, que ça soit dans la chambre ou dans le salon, parce que ça a aussi une place importante dans la construction de soi. Voilà. Identité, c'est sûr. Et alors, on avait un point aussi qu'on voulait absolument, c'est les jeux en noir et blanc pour les bébés. On a tendance souvent à vouloir prendre des jeux très colorés, avec beaucoup de textures, qui font du bruit, etc. Et en fait, souvent, il y a trop de stimuli pour ces tout petits bébés qui avant certains mois, voient quasiment qu'en noir et blanc. Et donc, en fait, c'est des contrastes qui sont importants pour eux. Et donc, effectivement, on vous conseille voilà, beaucoup les jeux en noir et blanc. Et comme l'image qu'on vous propose là, ça peut être des pictogrammes, des images. Pictogrammes exactement que vous pouvez trouver sur Internet, que vous pouvez imprimer et que vous pouvez aussi coller sur le bas de vos murs. Parce que de cette manière-là, quand votre enfant va commencer à se mettre sur le ventre, va commencer à ramper, alors il va être attiré par ces choses-là au mur. Et ça va lui donner envie de se déplacer pour aller observer de plus près ces choses-là. Pareil pour les livres, il y en a beaucoup qui existent en noir et blanc et qui sont voilà et qui sont très chouettes. Voilà. En tout cas, pour conclure, voilà toute cette partie-là, les petits tips qu'on voulait vous essayer de vous transmettre, c'était consacrer, allez, 15 minutes par jour à votre enfant. Mais en fait, c'est se dire que, comme l'a dit Pauline, quand on travaille, après une journée de travail, quand on récupère son enfant à la crèche et qu'il y a le bain et qu'il faut préparer à manger et qu'il peut y avoir voilà plusieurs enfants à gérer, etc. Parfois, ça peut être la course. On peut se mettre une pression en tant que parent énorme à vouloir tout bien faire dans les temps. Et parfois, on en oublie juste le fait de se poser et de profiter de son enfant. Ce qu'il faut se dire, c'est que même si c'est 15 minutes, ça peut être régénérant et vraiment ressourçant pour votre enfant, qui ensuite va vous permettre d'aller faire toutes les autres choses que vous avez à faire. Et on en parlait avec Pauline, et pareil, dans mon expérience à moi, par exemple, quand en rentrant de la crèche avec mes jumeaux de 1 an, étaient collés à mes pantalons à me tirer parce qu'ils avaient besoin de temps avec moi, eh bien, j'avais mis en place, et notamment des recettes où je leur expliquais que je coupais tout, je mettais tout à cuire, ça mettait 20 minutes à cuire, je mettais un timer et ces 20 minutes leur étaient entièrement consacrées.
Voilà, une fois que le repas était sur les rails, je me concentrais sur les enfants. Et quand le timer sonnait, il savait que le temps était à partie et que j'avais d'autres choses à faire. Mais il se sentait rassuré d'avoir eu ce temps-là. Et comme il était régulier, il savait qu'il allait revenir. Et ça, c'était très important pour eux. Voilà, on sentait qu'ils étaient moins en recherche parce que effectivement, voilà, j'aurais tendance à dire mieux vaut même 10 minutes où on se concentre uniquement sur eux, à leur lire un livre, à faire un petit jeu. Leur temps de concentration est pas beaucoup plus grand, donc en fait, ça leur suffit ce temps vraiment de qualité où vous pouvez même, si vous le souhaitez, couper vos téléphones. Moi, ma fille avait créé une boîte à téléphones dans laquelle on devait ranger nos téléphones et on n'avait pas le droit d'entrer avec les téléphones dans leur chambre. Donc là, ils étaient un peu plus grands, mais en tout cas, c'était un temps qu'il fallait qu'il leur soit entièrement consacré. Et effectivement, comme disait Olivia, le temps manque et c'est culpabilisant. Et quand on arrive à avoir ce temps-là, quand on se couche le soir, on se dit « Ah, c'est bon, j'ai réussi à avoir ces 10 minutes. » Et bon, en vrai, si la vaisselle n'est pas faite et qu'elle est faite demain, c'est pas très grave. Le plus important, c'est d'avoir passé un temps de qualité avec votre enfant et que lui se soit senti rassuré et vous aussi. C'est vrai que c'est important parce que c'est un temps qui est bénéfique pour lui, mais je suis sûre qu'il sera aussi bénéfique pour vous parce que comme le dit Olivia, le temps manque, mais il y a aussi maintenant la charge mentale qui prend énormément de place et je pense que le fait qu'on se concentre sur une seule mission, c'est-à-dire de passer du temps avec son enfant et du coup même des fois l'observer dans son jeu ou autre, je trouve que c'est aussi gratifiant pour vous en tant que parent de voir à quel point il évolue, à quel point il grandit, qu'il fait des acquisitions, etc. Et je pense que ce temps-là, comme vous dites, 15 minutes, c'est gérable. Nous, on dit minimum parce que si vous avez plus, tant mieux. Mais je pense aussi que ça peut aider l'enfant à mieux s'endormir le soir parce qu'il aura eu ce temps avec vous. Parce que vous avez le temps à votre travail, mais lui, il a aussi le temps à la crèche ou chez une assistante maternelle ou autre, où il n'est pas avec vous. Donc, il a aussi besoin de ce temps avec vous pour se ressourcer. Exactement. Et on a aussi, au niveau de l'individualité de l'enfant, on a remarqué que souvent, on a tendance à utiliser le pronom de on. On va aller changer la couche, on va aller se laver les dents, des choses comme ça, alors qu'au final... On va faire dodo. Alors qu'au final, c'est lui qui va faire dodo. Mais c'est quelque chose que moi aussi, j'ai du mal à faire parce que c'est un peu un type de langage. Mais c'est important de lui dire « je vais te changer ta couche ». Parce qu'au moins, ça lui permet aussi d'avoir une identité. On n'est pas une personne... notre enfant et nous, ou un enfant de la crèche et la professionnelle, on n'est pas une seule et même personne. Donc c'est vrai que c'est bien de réussir à faire ce travail de je vais te changer ta couche, je vais t'accompagner au sommeil et pas on va faire dodo. Mais aussi lorsque à la crèche, les enfants nous parlent de leur maman ou leur papa, souvent on a tendance à dire c'est maman qui vient te chercher ce soir. Alors que non, c'est ta maman qui vient te chercher ce soir. Parce qu'après, il y a tous les autres enfants qui disent « Non, c'est ma maman, non, c'est ma maman, non, c'est ma maman ». Alors que tout le monde a au final son parent qui va venir le chercher le soir. Donc, c'est important aussi d'y mettre des pronoms. Donc, ta maman, ton papa, ta sœur, enfin voilà, peu importe. Mais c'est vrai que... c'est des petits tics de langage que l'on prend, parce que moi-même je les prends, hein, mais quand j'y fais attention, je me dis « Ah c'est mieux ». C'est vrai que c'est important pour eux. Effectivement. Et ensuite, on voulait vous proposer aussi des petits conseils de livres aussi parce que on sait que les enfants peuvent passer à travers plein d'émotions, qu'ils peuvent vivre plein de chamboulements dans leur vie. Et parfois, un livre peut aider à passer ces étapes-là. Et vous verrez que si vous trouvez le livre, qui correspond à la préoccupation du moment, vous allez le lire 1 milliard de fois jusqu'à ce que ça s'intègre bien dans son cerveau. On en parlait tout à l'heure avec Pauline. Moi, grosse colère, je l'ai tellement lu à mes enfants et à la crèche que je le connais encore par cœur. Et pourtant, mes enfants ont bientôt 11 ans, hein, mais je les connais encore par cœur. Mais effectivement, voilà. Alors, dans le désordre, il y a le c'est à moi ça. Dans la période où on
on ne sait pas et c'est compliqué de partager et que quand on voit le plaisir dans les yeux d'un autre enfant à la crèche, on a envie tout de suite d'aller prendre le jeu pour ressentir exactement le même plaisir. C'est ce que disait Pauline avec les ballons tout à l'heure. Ça peut que être avec le ballon vert, ça peut pas être avec un autre ballon. Ce livre-là est vraiment très très chouette. Après, il y a le À ce soir qui est aussi extrêmement bien fait sur la journée à la crèche. Voilà, sur ce qui se passe pour les enfants, pour voilà anticiper la journée et que pareil, ça devienne quelque chose de rassurant, un peu comme la houle de la mer, là, c'est rassurant parce que c'est répétitif et que c'est toujours plus ou moins la même chose. Ça, c'est très, très rassurant pour eux. La tétine de Nina, qui est pour moi un grand classique de tous ces enfants avec la tétine dont les parents aimeraient bien qu'ils se débarrassent et puis pour autant, bon, ils en ont encore besoin. Voilà, ce livre peut être une super passation, enfin en tout cas peut permettre de passer le cap. Et toi, Pauline, tes préférés, c'était La couleur des émotions, non? Oui, La couleur des émotions, j'aime beaucoup et j'aime beaucoup le À ce soir. Bah, comme tu l'as si bien dit, ça permet vraiment aux enfants, par exemple, qui arrivent en crèche, de se familiariser avec les différentes étapes de la journée et surtout, ils n'ont pas la notion du temps. Donc, des fois, quand j'ai un enfant qui montre qu'il a envie de voir son papa et sa maman, bah, je lui montre où il en est dans sa journée grâce à ce livre. Pour lui montrer qu'il reste encore des pages avant que ses parents viennent le chercher ce soir, mais que voilà, s'il a besoin d'un câlin, s'il a besoin qu'on le lise encore une fois, enfin voilà, l'accompagner vraiment dans sa petite détresse du moment où il a besoin d'un moment individuel pour le coup, pour se rassurer. Et on voulait aussi vous parler au niveau des écrans, parce que c'est vrai qu'on baigne dedans au quotidien, même nous adultes, où des fois on peut ne même plus faire attention au final, qu'on regarde les écrans, la télé en fond, qu'on est sur nos téléphones, etc. Parce que bah, c'est un objet qui est devenu quotidien. Même, on en parlait avec Marie, le fait de prendre en photo tous les exploits de nos enfants pour les montrer aux grands-parents, aux oncles, aux tantes, etc. C'est vrai qu'on a souvent le téléphone à la main. Et je souhaitais, enfin on souhaitait vous sensibiliser là-dessus parce que c'est vraiment un réel danger, les écrans par rapport à la construction des enfants et au développement des enfants. Pour des enfants qui seraient devant les écrans plusieurs fois dans la journée ou de façon assez répétitive, c'est vrai qu'on a tendance à observer chez eux le fait qu'ils ont du mal à rentrer dans de l'imaginaire, alors qu'à à ce stade-là de l'enfance, c'est là où ils sont le plus dans l'imaginaire. Donc voilà, je pense qu'on n'aura pas trop le temps malheureusement d'approfondir, mais c'était vraiment. Mais c'est vrai que juste, je me permets de rebondir. Tout à l'heure, quand on vous disait 15 minutes de qualité avec votre enfant, en fait, je crois que souvent, sur les tout petits enfants, l'écran peut être un moyen de dire, écoute, je sais que ça va le canaliser et moi, j'ai plein de choses à faire en attendant à côté. Et donc, c'est un peu plus facile de se dire, je le mets devant un écran le temps que je fasse ça, même si c'est pas long. Nous, ce qu'on vous conseille de faire, c'est passer ces 15 minutes dont on a parlé avec votre enfant et ensuite vous verrez qu'il sera en capacité d'aller jouer tout seul et de vous laisser faire ce que vous aviez prévu de faire parce qu'il aura rempli sa jauge de bonheur et qu'il sera suffisamment sécure pour aller aller explorer sa chambre et ses jeux tout seul. Voilà, je vous assure que l'écran pourra vite disparaître du quotidien de cette manière-là. Du coup, bah, pour conclure, ça reprend un petit peu tout ce qu'on a dit depuis le début. Je vais pas m'éterniser un peu là-dessus parce que j'aimerais répondre à vos questions. Je trouve ça plus riche aussi pour vous d'avoir des réponses à vos questions. Donc, alors là, juste, on va vous mettre juste effectivement ce QR code là. On aurait besoin de votre avis pour pouvoir voilà continuer à vous proposer ce genre de contenu. Je vois que Olivia vient de poser une question en proposant un prochain sujet de webinaire et effectivement pourquoi pas. Vous pouvez du coup QR coder avec vos téléphones
encore des écrans. Mais bon, c'est pas grave, on vous autorise juste le temps de répondre à cet avis-là. Mais enfin, voilà, pour pouvoir nous aider à nous projeter sur la saison 2 de ces webinaires, voilà, avec toute la team de directrices Les Petites Canailles, on a vraiment à cœur de pouvoir vous proposer un contenu qui vous plaise et qui vous rende service. Donc voilà, on est avis d'avoir vos avis. Alors, ensuite, on va passer aux questions. Alors, il y a une question de Rudy et Quentin a parlé. La première question de Rudy, du coup, on y avait répondu sur le combien d'enfants sont à la charge d'un seul adulte. Donc, il y a une question de Anna. À partir de quel âge les enfants s'intéressent aux activités manuelles, type sable magique, pâte à modeler, sel, feutre, etc. Moi, je pense que il n'y a pas d'âge à proprement parler, je pense. Je pense qu'il faut plutôt adapter, nous, comment on propose l'atelier aux enfants. Par exemple, pour les plus petits, pour les bébés, on va plus proposer, par exemple, de la peinture propre aux enfants. Donc, ça reste de la peinture, c'est juste qu'en fait, ils peuvent pas s'en mettre partout. Ils découvrent, en fait, aussi sous une feuille plastique comment au niveau de la texture, puis les traces qu'ils peuvent faire sur une feuille. Après, au niveau des types pâte à sel, pâte à modeler, etc., les petits bébés ont tendance à les mettre à la bouche, forcément. Donc après, vous pouvez aussi faire votre propre pâte à modeler fait maison, qui est quand même beaucoup moins nocive que les pâtes à modeler qu'on peut acheter dans les magasins. Donc en soi, je dirais qu'il n'y a pas forcément d'âge. Je pense qu'il faut être aussi à l'aise avec le fait de le proposer à son enfant. Parce que si, pareil, un peu comme la motricité libre, si vous êtes en panique, s'il vient à manger de la pâte à sel ou de la pâte à modeler ou autre et qu'il le ressent, c'est vrai que ça peut biaiser un petit peu l'activité. Mais je sais pas ce que t'en penses, toi, Marie. Moi, j'aurais dit, je suis d'accord avec toi, j'aurais juste dit peut-être, voilà, l'observation de votre enfant. Moi, je sais que souvent, à la crèche, quand j'observe qu'un enfant commence à avoir envie de patouiller, de toucher sa nourriture, par exemple, au moment du repas, on sent que c'est un moment où il commence à avoir besoin un peu de tester les textures. Et effectivement, dans ces moments-là, lui proposer ce type d'activité manuelle, ça peut l'aider à combler ce besoin-là. Donc moi j'aurais dit voilà à l'observation et encore une fois comme ce qu'on disait tout à l'heure, l'éducation ce ne sont que des échecs réussites, c'est-à-dire que vous allez proposer des choses qui vont marcher un jour ou pas, vous allez réessayer, votre enfant va retester d'une autre manière, voilà vous allez répéter vos actions et vos propositions constamment jusqu'à ce que tout d'un coup ça fasse tilt dans son esprit et qu'il ait envie de le faire. Mais effectivement, il n'y a pas vraiment. En tout cas, moi, j'aime pas penser qu'il y a un âge. Voilà, j'aime proposer en observant les enfants. Je trouve que ça réduit moins les choses et que ça nous permet d'être plus en lien avec vraiment ce que l'enfant nous montre. Voilà. Anna, j'espère qu'on a répondu à votre question. Elle avait une deuxième question aussi. À partir de quel âge l'enfant peut commencer à jouer seul dans sa chambre? Moi, je pense que si dans sa chambre, l'endroit est sécurisant, qu'il n'y a rien qui le mettrait en danger, c'est bien de jeter un coup d'œil quand même. Enfin, moi, ça, c'est ma peur de maman. Hein. Mais à partir du moment où votre enfant vous sollicite pas parce qu'il a besoin de votre présence, peut-être que c'est qu'il est assez en sécurité pour réussir à jouer seul. Mais du moment que tout est sécure dans sa chambre pour qu'il se blesse ou autre quoi. Enfin, après il y a comme on le disait, les petits bébés ils mettent tout à la bouche, donc vérifier qu'il y a vraiment pas de petits jouets qui pourraient ingérer, etc. Enfin, moi, c'est plutôt ça qui me ferait peur, en tout cas. Oui. Je sais pas ce que t'en penses, Marie, mais... Oui, mais si. Après, moi, je pense que c'est un peu comme tout à l'heure avec le sommeil. Je pense qu'il faut le faire par étapes. C'est-à-dire que vous pouvez d'abord être avec lui dans sa chambre, jouer avec lui, être en réelle interaction avec lui. Et puis, ensuite, essayer de commencer à être en interaction et vous mettre un petit peu en retrait tout en restant dans sa chambre avec lui
pour qu'il commence à jouer tout seul. Et très vite, vous verrez qu'en fait, il va prendre du plaisir à aller jouer tout seul et votre présence sera de moins en moins requise. Il aura de moins en moins besoin de vous pour pouvoir voilà, pour pouvoir s'épanouir et jouer. Mais encore une fois, je suis désolée, Anna, on peut pas vous donner d'âge spécifique. C'est vraiment en fonction de votre enfant, de comment on le ressent. Et aussi de l'aisance à laquelle vous avez pour le laisser jouer tout seul dans sa chambre. Exactement. Ouais, ça c'est effectivement très important ce que dit Pauline. C'est vraiment aussi votre ressenti à vous. Si vous le sentez, testez. Et si vous le sentez pas, ne le faites pas. Voilà, je crois qu'on pourrait conclure là-dessus. Voilà, écoutez-vous, vos ressentis en tant que parents sont très souvent les bons. Et je pense qu'il faut aussi, voilà, savoir s'écouter pour que les émotions qu'on transmet à nos enfants correspondent à ce qu'on leur dit. Voilà, on disait tout à l'heure être cohérent dans ces règles, c'est-à-dire voilà, que vous vous mettiez d'accord aux règles que vous imposez à vos enfants et que vous y restiez voilà, cohérent et fiable pour eux. Exactement, mais c'est difficile de rester fiable quand on n'est pas totalement en accord avec ce qu'on dit. Donc vraiment, voilà, le conseil qu'on pourrait vous donner, c'est voilà, prenez des règles auxquelles vous croyez, qui sont importantes pour vous, et pouvoir voilà, et sur lesquelles vous allez pouvoir vous y tenir, quoi. Par exemple, je repensais j'en parlais ce matin à la crèche. J'ai par exemple jamais imposé, nous n'avons avec mon mari jamais imposé à nos enfants de dire s'il te plaît, par exemple, parce que on a toujours préféré qu'ils nous demandent les choses gentiment, ou en tout cas de manière agréable, plutôt que j'ai toujours préféré que mes enfants me demandent est-ce que je peux avoir de l'eau, plutôt que de l'eau s'il te plaît. Voilà. Alors autant j'ai toujours été importante sur le merci, mais autant le s'il te plaît n'a jamais été quelque chose d'important pour nous. Et donc, on n'a jamais à imposer à nos enfants de dire s'il te plaît, tant que la formulation était correcte et agréable pour tout le monde. Et donc, ils ont eu quelque chose de continu. Ça a toujours été comme ça. Et j'ai des enfants très bien élevés, je vous rassure. Mais voilà, c'est important. Si vous vous sentez pas de le laisser monter sur le canapé, bah ne le laissez pas monter sur le canapé. Enfin voilà, si vous avez envie de lui donner les bras, prenez-le dans vos bras et voilà, écoutez-vous, c'est ça qui est important. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. De toute façon, on va devoir clôturer malheureusement parce que c'est l'heure. Exactement. En tout cas, c'était un réel plaisir Merci à vous de votre écoute et de votre présence. Votre participation aussi. Et puis, on vous dit à une prochaine fois. Voilà, vous pouvez encore nous laisser votre avis pour nous donner des idées pour de prochains webinaires. On sera à l'écoute. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous.